Voilà. Au nom de toute l'équipe du Centre Saint-Pierre, puis on est plusieurs aujourd'hui à être présents. On vous remercie d'être là, puis c'est avec plaisir qu'on vous offre ce webinaire qui porte sur un sujet assez majeur, la confiance et le travail à distance. Si vous ne connaissez pas le Centre Saint-Pierre, on est un centre d'éducation populaire qui offre des services de formation, d'accompagnement, d'intervention sociale, mais on fait aussi de la location de salles envers tous les groupes qui sont socialement engagés, puis toutes les personnes en quête de sens de manière générale. Alors c'est ça, avant de commencer, juste les petites règles d'usage sur éteindre votre micro, peut-être éteindre aussi votre webcam si vous ne souhaitez pas être filmé. Puis enfin, si vous souhaitez participer sur les commentaires ou poser des questions, tout simplement, mon ami Manuel Soto va se faire un plaisir de compiler toutes les questions, puis j'y répondrai avec plaisir à la fin. Alors on a un programme assez ambitieux aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est à la fois essentiel et qui est à la fois d'actualité. Le sujet de la confiance, vous le savez, il est au centre de toutes nos relations. Il est au centre même de l'existence même de nos organismes, de nos organisations et de notre société de manière générale. Puis c'est un sujet d'actualité aussi parce que peut-être que vous l'avez remarqué, mais les mesures de distance physique prônées par nos autorités sanitaires nous ont contraints et ont propulsé finalement le travail à distance. Donc, c'est ce sujet-là que nous allons évoquer tous ensemble. Puis, si vous me permettez, j'aimerais bien un petit peu prendre la température, comme dans les aéroports, un peu, pour avoir votre avis sur l'impact de la distance vis-à-vis de la confiance. Je vais lancer un sondage tout de suite. Ce sondage est anonyme, ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à y répondre et on va démarrer avec ça. Voici le sondage qui devrait apparaître à votre écran. Donc, selon votre expérience, quel est l'impact de la distance physique, ce mot est important, cet adjectif, sur le sentiment de confiance que vous entretenez envers vous-même, envers autrui, envers la société en général? Donc là, je vois les réponses apparaître en direct. 23 personnes, 29 sur 39. C'est intéressant. Je vais vous partager les résultats dès que nous aurons tous participé. 34 personnes, je vais vous laisser encore un petit 5 secondes pour répondre à la question. 36. Très bien, je vais mettre fin au sondage. Et je vais partager avec vous les résultats. Ils sont intéressants, comme vous allez voir. Alors, quand on regarde ce sondage, effectivement, on voit qu'il y a quand même une majorité de personnes, 54%, qui ont tendance à avoir le sentiment que la distance diminue la confiance envers eux-mêmes, envers autrui ou envers la société. On a quand même une forte proportion de personnes qui ont le sentiment que ça peut pas forcément, ça n'affecte pas forcément directement ou pas de manière substantielle la confiance. Puis enfin, on a une minorité de personnes qui viennent postuler ou avoir la perception que la distance améliorerait le sentiment de confiance. Donc, c'est très intéressant et c'est sur ce thème-là que nous allons nous poser tout de suite. Alors, démarrons tout de suite, si vous le voulez bien, avec la question, qu'est-ce que la confiance? Qu'est-ce que la confiance? Ça peut paraître être une question assez évidente, mais vous savez, il est toujours bon de rappeler les évidences parce que si on ne les rappelle pas, souvent on les oublie. Puis avec le flux d'informations qu'on reçoit aujourd'hui, souvent on passe à côté des évidences. Une évidence qui est assez importante d'ailleurs pour notre équilibre en passant, c'est se demander, mais quel est mon rôle dans mon organisation de travail? Quelle est la mission de mon organisme? Ces questions sont très importantes, pas que pour des questions de planification stratégique, mais pour trouver du sens au quotidien dans notre travail. Donc, si vous le voulez bien, revenons à cette question. Qu'est-ce que la confiance? C'est une idée assez simple. Ça renvoie à l'idée qu'on peut se fier à une personne. Puis on le sent dans l'étymologie. Cum fidere, fait se fier avec. Donc, c'est vraiment l'idée de la confiance qu'on est prêt à dépendre de la bienveillance d'autrui. Et on sent même dans le terme qu'il y a un lien étroit avec la foi, la fidélité, la confidence, le crédit, la croyance. Donc, si on se pose la question de la confiance, on observe à un moment donné que c'est une notion qui a comme deux dimensions. Une dimension affective,
Quand on est dans une relation de confiance, généralement, on ressent du calme, de la sérénité. On peut même ressentir du bonheur ou de l'excitation, souvent donc des émotions positives. Mais il y a aussi une dimension cognitive à la confiance. En effet, on fait confiance quand quelqu'un nous paraît ouvert, il nous paraît fiable, il nous paraît bienveillant. Donc, ceux-ci sont des critères d'ordre plutôt cognitif. Enfin, la confiance s'exprime sur deux terrains. Soit le terrain interpersonnel entre personnes, entre vous et moi, vous et toutes les autres personnes. C'est là où il se manifeste le plus souvent. Mais il se manifeste aussi beaucoup au sein des organisations, des groupes. Alors, tout ceci pour se questionner finalement sur pourquoi parler de confiance. On parle de confiance, c'est un petit peu comme parler de l'air qu'on respire. Généralement, on ne s'en rend pas compte quand on est dans un univers, un microcosme où il y a de la confiance. Mais c'est quand la confiance commence à manquer qu'on se rend compte qu'elle est essentielle. Et la confiance est essentielle à plusieurs points. Comme on le disait, la confiance, c'est vraiment l'ingrédient principal de toute relation humaine significative, positive, authentique. Et c'est un besoin fondamental pour l'être humain. C'est comme boire, c'est comme manger, c'est comme dormir. Le besoin d'avoir des relations significatives, on peut appeler ça aussi le besoin d'appartenance, le besoin d'amour, c'est un besoin vital pour l'être humain. Et sans confiance, pas de relation. Sans confiance, pas de projet commun non plus. Euh, c'est comment imaginer un projet commun si nous ne faisions pas confiance au potentiel humain. En tout cas, au Centre Saint-Pierre, c'est parce que nous faisons confiance au potentiel humain que nous avons ce projet commun qui est de pouvoir rendre à tout le monde des formations, des accompagnements qui permettront justement le développement du potentiel. La confiance permet aussi la fondation de toute société et de toute démocratie fonctionnelle. Sans confiance, pas de démocratie. Les valeurs démocratiques sont aussi des valeurs fondamentales pour nos organismes, nos organisations, notre société en général. Et parler de nos organisations, comment notre organisation pourrait-elle exécuter sa mission, peu importe quelle soit cette mission, s'il n'y a pas de confiance entre les membres et le conseil d'administration, le conseil d'administration et la coordination, ou la direction, la coordination et les employés avec les membres. Bref, on comprend que sans confiance, il n'est pas possible de travailler ensemble. Et enfin, finalement, la confiance, c'est aussi le socle de toute équipe efficace. Puis vous pouvez le voir dans cette petite pyramide d'illustration que je vous propose. C'est un modèle de l'auteur qui s'appelle Lencioni. On appelle ça le modèle des 5 dysfonctions. Vous allez voir, il est très très simple. Au socle, on voit la confiance. En effet, si dans une équipe, on ne se fait pas confiance, on a peur généralement de se montrer vulnérable. Et ça, qu'est-ce que ça engendre? Généralement, quand on a peur de se montrer vulnérable, on ne va pas franchement montrer des oppositions, parler franchement, et donc on ne va pas tenter de résoudre des conflits potentiels qui permettraient justement à l'équipe d'avancer sur des discussions authentiques et franches. Et quand on n'a pas eu la possibilité de parler de manière franche et de confronter des idées, les décisions qui sont prises finalement satisfont très peu de personnes. Et donc, dans les décisions, on est assez peu engagé dans ces décisions-là, dans la direction que l'équipe prend. Puis finalement, si on n'est pas tant engagé dans les décisions, on ne va pas se sentir vraiment responsable. Il y aura certainement une possibilité qu'on tente de fuir un petit peu nos responsabilités. Puis en fuyant nos responsabilités, fort est à parier que on ne va pas porter vraiment beaucoup d'attention sur les résultats d'équipe. Bref, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que on parle de confiance surtout quand la confiance est en question parce que on commence à se méfier. Puis je ne sais pas vous, mais dans l'environnement dans lequel on commence à rentrer, surtout post-Covid, l'enjeu de confiance se fait de plus en plus sentir, que ce soit dans la société au global, mais dans nos équipes de manière très concrète. Tout ceci nous amène à se poser la question finalement de qu'est-ce qu'implique la confiance?
Ben, la confiance n'existe pas sans risque. En effet, si on imaginait, peut-être dans des rêves un peu idéalistes, qu'il n'y ait aucun risque, que tout le monde soit de bonne foi, que tout le monde respecte ses engagements, mais nous n'aurions même pas besoin de confiance. On appellerait ça la société de la sécurité totale. Et nous ne vivons pas dans une telle société. Pour une bonne raison, notamment, c'est que les êtres humains ne sont ni des anges ni des démons, mais ils sont simplement humains. Ils sont aussi faillibles. Donc, se rappeler que oui, la confiance est essentielle à toute relation, à tout projet commun, mais il y a aussi un versant un petit peu plus dangereux dans la confiance. Faire confiance, c'est finalement accepter qu'on puisse être déçu, voire trahi. C'est accepter une certaine vulnérabilité, c'est accepter une certaine interdépendance, c'est-à-dire je dépends de toi, tu dépends de moi. Et c'est du coup essayer de trouver un juste équilibre entre deux positions un petit peu extrêmes. La position de je fais une confiance absolue et aveugle envers les intentions de chaque être humain, et là on risquerait d'être assez déçu, voire trahi, ce qui pourrait amener finalement à la position totalement contraire. Je ne fais confiance qu'à moi, et je ne fais confiance à personne d'autre. De toute manière, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc la confiance, c'est trouver ce juste équilibre entre ouverture et réalisme aussi. Enfin, l'idée que je vous propose également, c'est que la confiance, ce n'est pas une switch on-off. Ce n'est pas un piton qu'on appuie, tiens, je fais confiance, je ne fais plus confiance. Il y a tout un spectre de confiance et puis surtout, c'est un processus. Souvent, on va parler de confiance instantanée. Vous avez dû le vivre parfois, on rencontre quelqu'un, puis on lui fait immédiatement confiance. Ça arrive très souvent dans les relations humaines. Mais la confiance, c'est aussi un processus qui peut se consolider en ayant des interactions fréquentes avec les personnes, en voyant comment elles réagissent, en voyant que leur attitude est finalement bienveillante. Effectivement, on peut consolider une relation de confiance. Mais la confiance, ça peut aussi se briser. Hein, on pourrait dire quelque part que la confiance, c'est difficile à construire, mais ça peut être très facilement détruit. Et finalement, le bris, la confiance cassée, ce n'est pas la fin du processus en soi. Il est possible, et on va en parler, de la reconstruire, la confiance. Et je crois que c'est une étape très nécessaire dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors on en parlait, finalement, la distance, pour une majorité d'entre vous, ça pouvait affecter négativement, ça pouvait diminuer le sentiment de confiance. On peut penser à l'adage qu'on entend souvent finalement, loin des yeux, loin du cœur. On fait moins confiance quand on est loin des yeux. Et en pratique, c'est un phénomène qui peut être observé. À distance, donc dans le cadre du travail à distance, les défis posés par cette organisation du travail, qu'elle dépende de l'organisation en elle-même ou du confinement, comme on l'a vécu, ce qui exacerbe encore plus, je dirais, les défis. Parce que, et Estelle Morin, dans un précédent webinaire, en parlait, il est quand même intéressant de distinguer télétravail et confinement. Ce n'est pas du tout la même dynamique pour les êtres humains, notamment en matière d'anxiété. Comment se manifestent ces défis de la distance? On utilise de manière intensive les technologies de l'information et communication. Vous voyez, aujourd'hui, on est sur Zoom. Puis, vous avez dû certainement en vivre plusieurs, des Zoom, des Teams ou des Skype d'équipe. C'est un des défis, une des manifestations de ce défi de la distance. Et quand on travaille à distance, on perd des interactions avec autrui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, on passe plus de temps finalement sur nos tâches, à travailler plutôt seul qu'à travailler en équipe, qu'à avoir des interactions. Donc, on perd une certaine proximité physique et ce qui implique une certaine distanciation psychologique, une certaine perte d'intensité émotionnelle, notamment dans nos relations de confiance avec les autres. Puis la distance pose aussi le problème de la perte d'information.
Si je vous envoie un courriel, vous aurez du mal à percevoir mon langage non verbal, qui sont des informations très importantes pour nous comprendre entre nous et pour tisser des relations de confiance solides. Et il est aussi plus compliqué d'avoir des informations quand la communication est asynchrone. Je vous envoie un message, vous le lisez peut-être 3 heures plus tard, puis là, vous me répondez 6 heures plus tard. Beaucoup d'informations sont perdues, alors que si nous étions dans le même bureau à discuter, les informations couleraient très rapidement, puis à la moindre question, sujet implicite, on arriverait à le dévoiler assez rapidement. Donc, ces manifestations ont plusieurs impacts sur la confiance et sur le travail d'équipe. Ça pose la question finalement de l'appartenance à l'équipe. Si je suis à distance, est-ce que j'appartiens à une équipe? Qui est mon équipe? Est-ce que je peux faire confiance à mes coéquipiers si je ne sais même pas si j'appartiens ou pas à cette équipe? Des enjeux affectifs aussi parce que, comme je vous le disais, le besoin d'appartenance est un besoin fondamental pour l'être humain. Donc, quand on commence à être un petit peu isolé, il est possible de ressentir de la déprime, de l'anxiété. L'anxiété, c'est vraiment une émotion qui active l'imagination en plus. Et l'imagination des pires scénarios. Pour la confiance, ça peut l'impacter assez négativement. Ça pose du coup des enjeux aussi de santé mentale, de manière générale, de détresse psychologique. Des enjeux de compréhension avec l'information, vu qu'on perd de l'information. Des enjeux de visibilité sur l'avenir, parce qu'à distance, encore une fois, on perd des informations, on a comme un certain flou sur l'avenir qui s'installe. Donc, c'est vraiment des enjeux de confiance, d'isolement versus de cohésion, de contrôle versus d'autonomie, parce que en tant que coordonnateur, en tant que chef d'équipe, est-ce que on va faire confiance et peut-être donner l'autonomie qu'engendre la distance, ou est-ce qu'on va plutôt chercher à contrôler? Définitivement, la confiance permet d'entretenir des relations bien plus positives et un travail d'équipe bien plus efficace. On va y revenir. Alors, c'est ça l'idée. Finalement, l'idée que j'aimerais que nous retenions, c'est qu'il ne faudrait pas que la distance physique engendre une distance sociale, une distance humaine. Et c'est ça l'objet finalement du petit webinaire que je vous propose aujourd'hui. Alors, la distance affecterait notre relation de confiance, mais certaines et certains d'entre vous, vous pourriez vous dire, d'accord, mais j'ai quand même des très belles relations de confiance avec des personnes qui sont à distance. Et donc, quelque part, est-ce que la proximité affective, la confiance, est liée à 100% à la distance physique? Eh bien, plusieurs observations tentent à nous faire dire que non. En fait, est-ce que nous sommes tous égaux face aux enjeux de confiance? La réponse serait davantage non. Euh, En fait, nous avons tous développé une manière qui nous est propre d'entrer en relation avec autrui depuis notre petite enfance. C'est ce qu'on va appeler le style d'attachement. C'est notre système inné qui nous permet d'entrer en relation avec autrui et satisfaire ce besoin d'appartenance, ce besoin d'amour. Alors, j'aimerais vous sensibiliser à ça parce que finalement, on va le voir, la distance peut exacerber certaines vulnérabilités de certaines personnes qui ont un style d'attachement peut-être un peu plus vulnérable que d'autres. Le but du jeu pour moi ici, c'est pas du tout que vous ayez à l'esprit qu'on puisse catégoriser les êtres humains en fonction des styles d'attachement et que finalement on est dans des boîtes, puis là on peut plus bouger. Pas du tout, c'est vous sensibiliser aux différences individuelles et peut-être vous apporter des outils pour vous comprendre vous-même et comprendre finalement les autres parce que quand on commence à comprendre autrui, c'est déjà le premier pas pour nous lier à lui et tisser une relation de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette espèce de tableau à 4 entrées que je vous propose? Un style d'attachement, si on se réfère aux auteurs, Bowlby, puis d'autres, c'est donc ce système inné d'entrer en relation avec autrui. Puis, si tout s'est bien passé, on va avoir
une assez forte estime de nous-mêmes, ou autrement dit, une assez faible anxiété d'abandon. On va avoir une assez faible vigilance vis-à-vis des possibilités d'être rejeté, d'être abandonné. Une assez belle confiance en soi, du coup. Et on aurait aussi des attentes plutôt positives envers les autres. On ne se sentirait pas très mal à l'aise vis-à-vis du fait d'entrer en intimité affective avec quelqu'un. Et dans le meilleur des cas, du coup, on développerait ce qu'on appellerait un style d'attachement sécurisant. 60% des personnes, à peu près, selon certaines statistiques, ont un style d'attachement sécurisant. Donc, ils ont une assez bonne estime d'eux-mêmes et ils nourrissent des attentes assez positives envers les autres. Ils ont une certaine assurance. Ils sont capables de lier des liens d'interdépendance, de faire confiance. Et ils ont tendance à vouloir s'accomplir. Parce que quand on se sent en sécurité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, on est prêt à explorer le monde. Et il y a aussi, dans une minorité de cas, des styles d'attachement qui pourraient se développer pour tout un tas de raisons, notamment la relation avec nos premières figures d'attachement qui sont souvent les parents, mais ça pourrait être la nourrice, les grands-parents, etc. Si par exemple, notre figure d'attachement lorsqu'on était enfant était plus ou moins présente ou pas de manière constante, il serait possible qu'on développe une plus forte anxiété d'abandon, qu'on ait une plus faible estime de soi, tout en nourrissant tout de même des attentes positives envers autrui. C'est ce qu'on appelle un style d'attachement ambivalent. Concrètement, ces personnes-là sont plus vigilantes aux possibilités de rejet. C'est des personnes qui, dans les équipes ou entre amis, vont souvent essayer de chercher de la réassurance sur le lien qu'on a ensemble. Est-ce que je fais du bon travail? Est-ce que tu m'apprécies? C'est une vigilance assez accentuée finalement sur la qualité du lien. Mais il y a aussi un petit peu l'envers, c'est-à-dire des personnes qui ont développé un style d'attachement qu'on appellerait plutôt évitant. Ça peut être lié à toutes sortes de facteurs, mais un des facteurs qui apparaît, c'est souvent l'indisponibilité des personnes qui devaient donner du soin. Et les petits-enfants, puis après adolescents, ont appris finalement, puis à l'âge adulte, qu'ils pouvaient malheureusement compter que sur eux-mêmes. Et ils ont une assez bonne estime d'eux-mêmes, mais ils ont des attentes négatives envers les autres. C'est des personnes qu'on entendrait plutôt dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ils vont chercher, ces personnes-là, généralement, à chercher du pouvoir, pour avoir une position d'indépendance vis-à-vis des autres. Et ils vont avoir plus de difficultés à s'ouvrir émotionnellement vis-à-vis d'autrui. Et enfin, le style, malheureusement, qui démontrerait le plus de vulnérabilité, c'est le style désorganisé. Ce seraient les personnes qui, à la fois, ont besoin d'autrui pour se rassurer, mais entretiennent des attentes négatives envers autrui. Donc, cela crée des très fortes tensions internes. Puis, ces personnes-là, malheureusement, souffrent généralement beaucoup et ont besoin notamment de soutien thérapeutique. Donc, l'idée que j'aimerais que vous reteniez là-dedans, c'est que finalement, on n'est pas tous égaux face aux enjeux de confiance. Et la bonne nouvelle que j'aimerais vous présenter, puis c'est vraiment ça, c'est que malgré la distance, il est toujours possible de sécuriser des relations, peu importe le style d'attachement de la personne en face ou le vôtre de style d'attachement. Vous pouvez travailler sur votre style d'attachement, par exemple, si vous avez l'impression d'avoir une plus faible estime de vous-même en travaillant sur cette estime de vous, en travaillant sur votre compréhension émotionnelle à travers la méditation, à travers aussi tout simplement des relations de qualité significatives. Donc, il est tout à fait possible déjà de commencer en travaillant sur soi, la confiance en soi, parce que c'est très compliqué de faire confiance aux autres si on n'a pas d'abord confiance en soi. Et il est aussi possible de sécuriser une relation avec autrui. Puis c'est ça le point vraiment majeur que j'aimerais que vous reteniez. En étant bienveillant, ouvert, en ayant de la constance dans notre manière de communiquer, d'entrer en relation avec autrui, il est possible de sécuriser cette dyade, cette relation. Et ça, c'est très, très précieux.
Parce qu'en effet, d'après la théorie, le style d'attachement, il est relativement stable. Il ne peut pas beaucoup changer, hormis événements traumatiques ou relations de qualité. Donc, miser sur la constance, la bienveillance, la sincérité, la transparence. Ça sécurise les relations et ça permet justement aux personnes d'embarquer dans les projets communs. Donc, c'est ça un petit peu l'idée que j'aimerais que vous reteniez. C'est que les leviers, il y a des leviers personnels pour promouvoir la confiance. J'ai mis une citation qui s'inspire beaucoup du bouddhisme. Sans sincérité pour nous-mêmes, il est difficile, voire impossible, de la ressentir véritablement pour les autres. C'est difficile de faire confiance à autrui si on ne se fait pas confiance à soi-même. Donc, des leviers qu'on peut activer, c'est principalement 4 leviers. Pour être dans une relation de confiance, il faut tout d'abord être ouvert. Être ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir l'autre tel qu'il est, sans le juger, sans fermer la porte à ses caractéristiques. C'est aussi s'ouvrir nous-mêmes. Par exemple, si vous avez ressenti des difficultés dans le cadre du confinement, pourquoi pas le mentionner à vos collègues, à votre coordonnateur. C'est une démonstration d'ouverture, de vulnérabilité, ce qui favorise beaucoup la confiance. La bienveillance. La bienveillance, c'est vouloir le bien pour autrui. Puis généralement, quand on veut le bien pour autrui, pour ses collègues, pour ses amis, l'être humain, il a tendance à favoriser la réciprocité. Fait que si on est nous-mêmes bienveillants, généralement, on récolte beaucoup, beaucoup de bienveillance aussi, et ça favorise à la longue la confiance. La compétence, c'est important hein, dans le cadre du travail, notre capacité à savoir faire ce qu'on nous demande de faire. Est-ce que vous feriez confiance à un médecin, par exemple, qui ne saurait pas faire de diagnostic différentiel sur un état de santé d'un patient? Moi, j'aurais plus du mal à lui faire confiance parce qu'il me paraîtrait plus ou moins compétent dans le cadre de ses fonctions. Et enfin, un levier très très important, l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est être honnête, le plus transparent possible et s'accrocher à des principes fondamentaux, des principes éthiques finalement. Donc on le sent dans ces 4 leviers, il y a un objectif qui reste toujours le même dans le cadre de la confiance. C'est rendre nos comportements et comprendre ceux d'autrui comme étant prévisibles. C'est finalement un petit peu de diminuer le risque sans tout à fait finalement l'annihiler à tout jamais. Alors il y a des attitudes gagnantes. La fiabilité. La fiabilité, ça voudrait dire quoi? En bon québécois, on dirait c'est que les bottines suivent les babines. C'est ça être fiable. Vous dites quelque chose, vous essayez de faire en sorte que vos actions suivent ce qui a été dit. Puis si ça n'est pas possible, faire preuve de transparence, puis d'intégrité, de dire tout un tas de raisons ne m'ont pas permis à tenir l'engagement que j'avais pu formuler. L'authenticité. L'authenticité, c'est la capacité d'être soi dans notre rôle et de le jouer de manière très personnelle. Là, par exemple, vous avez en face de vous Alexis Bascou en mode formateur. Mais Alexis Bascou, en mode formateur, il est expressif, il joue avec ses mains, il est assez souriant, puis content de partager avec les personnes, bien que là, ça soit avec mon écran. Et du coup, je joue mon rôle de formateur tel que je suis. Je suis une personne plutôt extravertie. J'essaye de jouer mon rôle avec le plus d'authenticité possible, mais ça veut dire aussi qu'il y a des rôles que je ne pourrais pas jouer de manière authentique. Troisième attitude gagnante, l'empathie. L'empathie, c'est très simple, c'est arriver à se mettre dans les bottes d'autrui, comme si on était autrui, sans jamais oublier qu'on n'est pas autrui. Donc, c'est vraiment cette capacité à arriver à sentir, imaginer ce que l'autre personne peut ressentir et imaginer dans certaines conditions, situations. Il faudrait faire une distinction avec la sympathie qui est le fait de partager la douleur notamment d'un ami très cher qui vient de perdre quelqu'un qu'il apprécie.
ça, ce serait plutôt de la sympathie. L'empathie, c'est une notion avec un petit peu plus de recul, un petit peu plus cognitive que émotionnelle. Et enfin, les leviers pour promouvoir la confiance, c'est la capacité de s'affirmer de manière respectueuse. Ça veut dire quoi, s'affirmer de manière respectueuse? Ça veut dire la capacité à faire sa place, la capacité à pouvoir dire non quand cela ne nous convient pas ou partager notre opinion sans forcément offenser les autres et de manière extrêmement respectueuse. Donc, vous le voyez, il y a des leviers. Euh, Certains d'entre vous pourraient vous dire, très bien, mais j'aimerais avoir peut-être plus concrètement euh, des leviers pour augmenter la confiance. Alors, je comprends ce besoin d'avoir des trucs, des astuces, c'est sûr, c'est très aidant, des choses pragmatiques. C'est toujours compliqué avec l'être humain. Parce que l'être humain, ce n'est pas une machine finalement où on pourrait activer des leviers, puis ça donnerait toujours le même résultat. Mais quand même, il y a des outils qui fonctionnent plutôt bien. Et un outil principal, c'est la communication. En fait, l'idée, quand on va travailler à distance, pour promouvoir la confiance, pour promouvoir la relation, c'est d'essayer de faire un effort actif pour rendre explicite ce qui est implicite, parce qu'on a perdu justement de l'information. Bref, c'est essayer d'éclaircir les sources d'incertitude, d'ambiguïté. Alors, comment on le fait? On le fait à travers la communication. Alors, premier élément sur lequel on peut se positionner de manière très concrète, c'est quels médias on va utiliser. Nous travaillons à distance, il nous faut donc un intermédiaire pour communiquer. Plusieurs médias s'offrent à nous, hein. Le courriel, par exemple. Alors, la difficulté du courriel, c'est que c'est asynchrone et par écrit. Et en plus, on ne voit pas tout ce qui est le langage non verbal. Donc, ça peut être utile pour laisser qu'il y ait des informations statutaires qui restent. Mais si on veut développer une relation de confiance, il y a des médias comme ceux qu'on utilise, notamment Zoom, Teams, Skype, etc., qui permettent d'avoir une relation plus synchrone, une relation en direct, une relation où on peut aussi voir le visage de la personne avec qui on communique. Donc, c'est un élément qui donne plus d'informations et donc qui favorise plus la confiance. Donc, essayez de miser pour, dans le cadre d'un travail à distance, l'utilisation de médias synchrones, Zoom, Teams, etc. C'est aussi la question de la fréquence, de la continuité, de la stabilité de la communication. La fréquence, c'est je vais communiquer avec vous régulièrement. Avec mes collègues, on communique ensemble tous les jours ou tous les 2 jours en moyenne, puis de manière continue tout au long des semaines et de manière stable. C'est-à-dire qu'on a un mode d'entrée en relation, bonjour, comment vas-tu, etc., qui est souvent stable. Puis c'est très important pour la confiance. Comme je vous disais, ce qui est important, c'est rendre nos comportements prévisibles. Donc, d'instaurer quelque part des routines de communication à travers différents médias comme Zoom, Teams, ça peut beaucoup favoriser la relation de confiance à distance. Un autre levier très important, c'est l'agréabilité. Hein, on fait confiance aux personnes quand nos interactions avec elles sont plutôt agréables, sont plutôt positives. Donc, il y a un petit aspect d'effort, d'agréabilité à faire si on veut maintenir et souder de la confiance entre membres, entre coéquipiers. La communication, elle doit aussi être personnalisée. Il y a des personnes qui ont peut-être besoin, on l'a vu, de plus de distance. Donc, c'est aussi respecter cette distanciation-là. Il y a des personnes aussi peut-être qui apprécient moins la familiarité ou d'autres, au contraire, qui apprécient pas du tout le vouvoiement. Donc, c'est une question de personnalisation finalement dans la communication pour s'adapter à notre alter ego. La réactivité, c'est sûr que vous envoyez un message à quelqu'un, vous lui écrivez, puis la personne n'est pas réactive et ne répond pas, ça peut commencer à laisser des doutes sur l'attention qu'il porte à vous et donc à la relation et donc à la confiance que vous pouvez lui faire. Puis enfin, la communication qui est claire. Essayez vraiment de d'éclaircir les zones d'ambiguïté ou s'il y a ambiguïté finalement de dire là il y a ambiguïté parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde très complexe et il y a parfois de l'ambiguïté. Mais si on nomme l'ambiguïté, déjà elle est moins ambiguë et ça favorise beaucoup la confiance.
et finalement d'avoir un mode de communication synthétique aussi. Ça favorise beaucoup la relation de confiance parce que ça permet finalement de ne pas être noyé dans tout un tas d'informations, notamment par courriel. La synthèse. Euh, du coup, on peut se poser la question aussi, ben, c'est quoi être une ou un e-leader? Un e-leader, c'est finalement un leader qui arrive à bien maîtriser la distance électronique. Vous allez voir toutes les caractéristiques qui ressortent de la littérature. Moi-même, quand je les ai recensées, je me suis dit, tiens, on parle d'une superwoman ou d'un superman. Bon, prenez pas tout au pied de la lettre non plus. Il y a des nuances, effectivement. Et puis, il faut être, on l'a dit, bienveillant envers nous-mêmes. Mais si on aimerait être un bon leader, voici ce que la littérature nous proposerait. Avoir un haut niveau d'empathie, comme je vous mentionnais. Un haut niveau d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à comprendre nos émotions, les maîtriser, comprendre les émotions des autres, notamment l'anxiété, hein, parce que à distance, je vous disais, ben, on a peu d'informations, puis l'être humain qui est laissé à lui-même dans un environnement qui bouge beaucoup, ben, ça le rend un peu anxieux, puis l'anxiété, ça fait faire des plans sur la comète et parfois des scénarios catastrophes. Non, un haut niveau d'intelligence émotionnelle, favoriser la communication synchrone, comme je vous disais, et un point très important, si on veut être un e-leader, c'est se préoccuper des attentes individuelles, prendre le temps de connaître et de reconnaître nos employés, nos membres d'équipe. Puis c'est une recommandation, par exemple, que notre directeur général a très bien entendue. Il a pris un moment, voici 2 semaines, pour prendre du temps avec chacun des employés pour savoir qu'est-ce qu'on ressentait par rapport aux questions liées au confinement, comment cela impactait notre pratique au quotidien. Donc, se préoccuper des attentes individuelles, ça solidifie beaucoup la relation de confiance avec le e-leader. Être optimiste, c'est aussi voir les possibilités malgré les difficultés aussi. Promouvoir la transparence, ça c'est un point très important, et notamment pour clarifier les rôles, les objectifs, la communication. Il faut faire un effort actif lorsqu'on est leader de rendre les choses le plus claires possible pour tout le monde. Donner de la rétroaction, du feedback, dès que possible, de manière assez réactive. Ça aussi, ça accentue la relation de confiance. Puis, un point qu'on oublie peut-être un peu parfois, mais créer des occasions de socialisation. Euh, Pas juste autour du travail, mais aussi pour que les personnes puissent se rencontrer, se connaître. Il y a des fois des 4 à 7, par exemple, vidéos sur Zoom qui peuvent se faire dans des petites salles communes où les personnes se rencontrent 2 à 2, puis renforcent les liens. À distance, ça favorise beaucoup la confiance. La capacité de gérer des conflits à distance et d'agir comme coach aussi, effectivement. Donc, c'est arriver à donner du soutien malgré la distance. C'est un peu paradoxal, mais quand on est en travail à distance et qu'on veut vraiment avoir du leadership, il faut essayer d'être encore plus présent. Donc, ça demande un effort supplémentaire concrètement. Ça demande encore plus d'énergie et ça explique pourquoi beaucoup de coordonnateurs, beaucoup de directeurs sont pas mal épuisés durant cette période de confinement et là maintenant de déconfinement progressif. Alors, on pourrait se poser la question, et si la confiance est brisée? Je vous disais, hein, l'être humain est tel qu'il est. Hein. Il n'est ni un ange, ni un démon. Nous ne sommes ni des victimes, ni des bourreaux. Nous sommes parfois, tout au long de notre vie, un peu les deux à la fois. Alors, si la confiance a été brisée, il est toujours possible de la reconstruire en faisant preuve de bonne volonté. C'est finalement s'engager activement si la confiance a été perçue comme étant transgressée pour essayer de la rétablir. Puis ça passe comment? Je vais y revenir dessus, mais la communication et le dialogue. Alors, l'objectif, si on veut rétablir de la confiance, c'est essayer de prendre un petit peu de hauteur sur ce qui s'est passé, prendre de la perspective. Pour la personne qui serait, on va l'appeler le transgresseur, c'est de tenter de reconnaître les besoins, les valeurs, les émotions que la personne victime a vécues à travers son comportement.
sans se mettre sur la défensive immédiatement. C'est vraiment un effort d'empathie, de reconnaissance. Parce qu'une fois qu'on a ces éléments-là et qu'on nous dit qu'on a transgressé la confiance, il est beaucoup plus possible d'agir. On récupère du pouvoir d'agir dans la relation. C'est aussi pouvoir s'expliquer. Souvent, on n'agit pas juste par notre bonne volonté. On agit parce qu'il y a eu tout un tas de facteurs, de contextes qui nous ont pas mal influencés et poussés à agir d'une telle manière. C'est aussi expliquer ces contraintes, puis ce qui a influencé notre comportement. Et enfin, c'est aussi simple et aussi humblement que d'offrir des excuses adéquates et si on peut, de diminuer l'impact de la transgression perçue. Mais dans une reconstruction de confiance, il n'y a pas juste le transgresseur qui peut agir. La victime, la personne qui a eu l'impression d'avoir été brimée dans sa relation de confiance vis-à-vis d'autrui, elle a un rôle actif aussi. Puis c'est notamment d'être à l'écoute et de mettre un petit peu de côté dans un premier temps son statut de victime et de le défendre. C'est donc écouter la position aussi de la personne qu'on aurait considéré qui aurait transgressé telle ou telle règle ou notre confiance. C'est être prêt à remettre en question nos croyances vis-à-vis du comportement. Et notamment, on a souvent tendance à dire cette personne a agi comme telle parce qu'elle est mal intentionnée ou parce que de toute façon, c'est un imbécile, c'est une imbécile, et puis elle ne cherche qu'à ça, qu'à m'embêter. Parfois, les choses sont plus complexes que ça, et ça, c'est un biais de perception qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. C'est-à-dire, on attribue aux autres toujours des caractéristiques internes à ces comportements au lieu de pouvoir les expliquer par rapport à tout le contexte qui les a poussés à agir comme ça. Et enfin, la victime pourrait accueillir ou en tout cas reconnaître les efforts du transgresseur de réparer, justement. Et c'est dans cette dynamique finalement de volonté commune de rétablir la confiance qu'il est possible, malgré un bris, de pouvoir la reconstruire et la redévelopper, voire la dépasser. Enfin, on a parlé ici de tous les leviers personnels. Il y a aussi des leviers organisationnels qui se jouent vraiment à l'échelle beaucoup plus macro de nos organisations et de nos organismes. Qu'est-ce qui peut être fait? Quels sont les phénomènes qui pourraient favoriser la confiance? Déjà, c'est intrinsèquement dans la culture et dans les valeurs de nos organismes et de nos organisations. La culture de collaboration, d'entraide, ça forge un sentiment de sécurité au sein de nos organismes. Et ça favorise beaucoup la confiance parce qu'on diminue du coup beaucoup notre vigilance vis-à-vis des comportements d'autrui, ça diminue aussi l'anxiété. C'est aussi la fréquence des interactions, les rituels sociaux, comme je vous disais, c'est très important. Un rituel permet justement de rendre prévisibles les actions et ça, c'est un terreau fertile à la confiance. Enfin, favoriser le sentiment de justice. Ça passe par 3 grands axes. Essayer de favoriser la participation de tous, des membres, des employés, dans les décisions qui sont prises. Ça donne un sentiment de justice procédurale. C'est aussi clarifier et appliquer conformément les règles. Idem, justice procédurale. Et c'est faire preuve de considération, c'est-à-dire cette forme d'inquiétude positive vis-à-vis d'autrui et de respect finalement vis-à-vis de tous. Tout ceci favorise beaucoup la perception de justice et ça engendre ou c'est un terreau fertile à la confiance, bien que nous soyons à distance. Alors, les autres enjeux, c'est un peu plus prosaïque, un peu plus pragmatique, c'est nos systèmes d'information, est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce que tout le monde a l'information disponible? Est-ce que c'est facilement accessible? Ça aussi, ça participe beaucoup. La pertinence et les efforts de formation pour que finalement tout le monde soit capable d'utiliser les outils, accéder à l'information et justement diminuer toutes les zones de flou et d'ambiguïté.
Et c'est le plus souvent possible, continuellement, essayer de mettre en avant les valeurs communes, les intérêts communs. Pourquoi est-ce que nous travaillons ensemble? Ça, c'est un climat qui forge beaucoup la confiance et c'est finalement essayer de favoriser ce sentiment d'appartenance. Donc, voici un petit peu ce que j'avais à vous dire sur les différents défis posés par le travail à distance, la notion de confiance, les différents leviers que nous avons de manière personnelle, à la fois dans nos comportements, dans nos attitudes, mais aussi de manière plus pragmatique, dans notre manière de communiquer, aussi dans notre manière d'exercer du leadership, mais également les leviers plus organisationnels qui peuvent se prendre à échelle plus commune, plus collective. Alors, j'en ai fini. C'était mes mots de conclusion. Peut-être que je vais demander à Emmanuel de me proposer les questions ou les commentaires. N'hésitez pas à les partager sur le chat ou sur Converser. Ça va me faire plaisir de partager cela avec vous. Ben, en fait, Alexis, la seule question qu'il y a dans la plateforme de clavardage, c'est si les gens pourraient avoir accès à ta présentation PowerPoint. Avec plaisir, avec grand plaisir. Mais sinon, il n'y a pas eu de questions encore. Alors, vous êtes invité si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. À les poser tout de suite. Mhm. Et alors peut-être un petit mot de fin. Finalement, au Centre Saint-Pierre, nous offrons des cliniques éclairs pour répondre à des questions de manière assez rapide en ressources humaines, gouvernance, planification, animation, intervention, communication. La première heure est gratuite et après, c'est 90 $ de l'heure. N'hésitez pas à faire appel à nous. L'autre information bien importante, c'est il y a un excellent webinaire que justement Manuel et Normand ont animé, qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Centre Saint-Pierre. Donc, je vous encourage beaucoup à venir visiter à la fois le site, notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de ressources qui vous sont offertes. Et finalement, on est toujours heureux de vous accueillir et de vous recevoir au Centre Saint-Pierre. N'hésitez pas à poser des questions, poser des commentaires, donner du feedback. Je vous le dis en avant-première aussi, finalement, cette formation, ce webinaire, ce cours webinaire, c'était comme une sorte de teaser, de bande-annonce, car à la programmation du Centre Saint-Pierre, les 12, 19 et 26 novembre de mémoire, je donnerai une formation de 6 heures sur la promotion de la confiance et l'entretien de la confiance à distance. Donc, si le sujet vous a plu, on rentrera de manière bien plus expérientielle, bien plus concrète, bien plus individuelle sur ces questions-là. Si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à communiquer avec le centre. Ça me fera plaisir de vous accueillir pour cette formation. Du coup, c'est tout ce que je pouvais vous partager. Je vais essayer d'afficher la conversation. On a des remerciements, mais il n'y a pas vraiment de questions. questions. Bon, je vais prendre ça comme un synonyme de clarté. Puis, C'était très, très, très clair, totalement. Bon, c'est super. Merci beaucoup d'avoir Oh, été présent. attends un petit peu, Alexis. Oui. Serait-il possible, M. Basco, pourrait-il partager ces références sur lesquelles il s'est appuyé pour sa présentation? Oui, elles sont juste après. En fait, elles sont sur la slide ici. Ah, génial. Donc, c'est essentiellement des articles des articles scientifiques en psychologie sociale. Je m'inspire aussi beaucoup d'un petit bijou de livre qui est le livre d'Estelle Morin et ses collaborateurs, Psychologie et Management. C'est un livre que je ne peux qu'assez vous recommander pour améliorer votre compréhension finalement des comportements des êtres humains au travail, pour mieux vous comprendre aussi, puis donc entretenir des relations plus saines envers autrui et envers vous-même. Il y a Guy Fortier qui nous demande comment on va recevoir le PowerPoint et à quel moment. Je crois qu'on a les numéros de courriel de chaque personne. Donc,
Euh, je verrai ça avec Rachel éventuellement. On pourrait leur envoyer directement le PowerPoint ou je pense que c'est ça qu'on va utiliser. On va envoyer directement par courriel. Excellent. Euh, il y a Myriane Bouchard qui fait un commentaire très intéressant. Nous avons une personne dans notre équipe pour qui le télétravail n'a pas fonctionné et elle est retournée travailler au bureau, mais elle n'a pas confiance du tout envers les autres membres de notre équipe. Elle a l'impression qu'il y a seulement elle qui travaille malgré nos rencontres d'équipe hebdomadaires. Pas évident. Oui, c'est un sujet complexe hein, parce que c'est une question de toujours s'adapter à l'être humain. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Donc, Et déjà de faire part de la difficulté, c'est déjà pouvoir entamer un dialogue sur cette base-là. une prise C'est-à-dire de que, conscience. absolument, puis d'évoquer directement les sujets problématiques. Tiens, de ce que je comprends de ton comportement et de ce que tu me dis avoir de la difficulté, est-ce que tu pourrais mieux m'expliquer? Donc c'est souvent aussi tout simplement questionner la personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas confiance? Quelles seraient les solutions d'après elle? Puis se mettre du coup beaucoup dans un mode d'écoute, d'ouverture, de bienveillance. Dans ce mode-là, déjà, on fait la démonstration à la personne qu'on est prête à l'accueillir et on fait le premier pas de la confiance. Donc, Mhm. c'est souvent, au lieu de réagir, et on a tendance, c'est normal, surtout quand les comportements sont un peu plus échaudés, un peu plus défensifs, de se mettre nous aussi sur la défensive. Et c'est faire ce travail sur nous d'accueillir, de constater effectivement il y a un comportement défensif. Qu'est-ce qui le motive? C'est faire preuve de curiosité et d'ouverture finalement. Ça ne veut pas dire tout accepter. Ça ne veut pas dire accepter des insultes, ça ne veut pas dire accepter des comportements peut-être plus violents, mais c'est de dire, je sens qu'il y a quelque chose qui a été brimé ou qui a une problématique, pourrait-on en parler? Si je peux me permettre, Alexis, ce que Oui. tu disais tantôt, c'est qu'il ne faut pas confondre le contexte de télétravail et le contexte de confinement, qui sont deux choses différentes. Donc, peut-être que si ça n'a pas fonctionné, c'est question du contexte aussi. Ce n'est pas nécessairement le télétravail seulement. Tu as un point excellent, Manuel. C'est effectivement, on a vécu une période très très particulière qu'on n'avait a priori jamais vécu, que les 2 tiers de la planète soient obligés de rester chez eux pour continuer à travailler et à vivre. C'est donc un contexte extrêmement anxiogène. On parle de virus, on parle de crise économique, il faut porter des masques, 2 mètres, etc. Ça favorise chez certaines personnes qui, justement, parfois en plus de vulnérabilité, des comportements très, très, très défensifs. Encore plus que la distance normale du télétravail. Tu as tout à fait raison. Il y a Annie Bisaillon qui dit qu'elle n'aurait pas cru que le télétravail était si dépendant de la confiance. Très intéressant. Et tu as beaucoup de Ben, messages de remerciements. ça me fait plaisir. Si j'ai pu aider, c'est que j'ai rempli mon rôle On t'a avec fait plaisir. confiance. C'est gentil. Merci à toi, Manuel. Merci beaucoup pour ton aide. Merci pour ton soutien. Merci à toute l'équipe qui a pu être présente. Merci au Centre Saint-Pierre de nous offrir la possibilité d'offrir des webinaires qui pourraient aider un maximum de personnes. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup. Le webinaire va prendre fin tout de suite. Puis, c'était juste trop court, c'est gentil, Mélanie. N'hésitez pas à venir en novembre, ça me fera plaisir qu'on partage plus de temps sur ces questions-là. Du coup, merci pour tout, puis je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite. Merci encore. Au Merci, revoir. Alexis.